23 février 2024 à Moscou. Allocution du président Poutine devant les délégués du 25e congrès mondial du peuple russe. Nous voyons très bien ce qui se passe dans certains pays où les normes morales et l'institution qu'est la famille sont délibérément détruites, poussant des nations entières vers la dégénérescence et l'extension. Nous choisissons la vie. Les grandes familles nombreuses doivent ainsi devenir la norme, le mode de vie de notre société, la ligne directrice de notre stratégie d'État. Sur les 6 ans à venir, nous devons parvenir à une augmentation durable de notre taux de natalité. L'URSS a compté près de 300 millions d'habitants. Les Russes ne sont plus que 143 millions. Depuis l'invasion de l'Ukraine il y a 2 ans, la démographie est devenue une priorité absolue du Kremlin. Avec un taux de reproduction de 1,4 enfants par femme, la Russie se dépeuple. C'est problématique en termes de puissance et de chair à canon. Le pouvoir semble prêt à tout pour inverser la tendance. Kaliningrad, l'enclave russe posée entre la Pologne et la Lituanie. L'ancienne Königsberg, allemande jusqu'en 1945, est théoriquement l'une des régions les plus progressistes du pays. Mais même à 2 pas de l'Union européenne, le tournant conservateur russe se fait brutalement sentir jusque dans le corps des femmes. Daria, une artiste de 30 ans, en a récemment fait les frais. Avant de témoigner, elle retrouve Dasha, une amie militante féministe venue la soutenir. Elle se retrouve près de leur bâtiment favori, l'ancienne maison des Soviets, jamais achevée et qui doit être bientôt démolie. Pour ces 2 jeunes femmes aux idées libérales, l'hiver a été difficile. Fin novembre, le gouvernement local criminalise les incitations à l'avortement, comme dans 7 autres régions russes. Peu après, la rumeur se propage d'un bannissement des IVG dans les cliniques privées. C'est à ce moment-là que Daria tombe enceinte. Ne souhaitant pas conserver son enfant, elle va alors être dépassée par les événements. J'ai commencé à appeler l'une après l'autre les cliniques privées et elles m'ont toutes répondu qu'elles ne pratiqueraient plus aucun avortement. Pourtant, au niveau légal, c'était seulement l'incitation à l'avortement qui était interdite. Mais ça a suffi pour effrayer tout le monde. Les cliniques ont donc toutes retiré l'IVG de leur service. Je suis tout de même allée voir une gynécologue qui a dit qu'elle allait m'aider. Mais ensuite, elle m'a appelé pour me dire qu'elle avait bien réfléchi, que l'avortement médicamenteux serait très mauvais pour ma santé et qu'il me fallait me rendre au planning familial public. Je me suis donc tout simplement fait jeter, après avoir attendu 1 semaine, et ça m'a brisé le cœur. Les cliniques privées de la ville ne voulant plus prendre le risque de déplaire aux autorités, Daria se rend donc à contre-cœur dans un établissement public, bien plus médiocre, mais encore obligé de l'accueillir. L'expérience se révèle pour le moins douloureuse. Je me promenais là-dedans, anéantie par ces bombes hormonales qu'ils te prescrivent pour avorter, au milieu de toutes ces femmes heureuses d'attendre leur enfant. Je me sentais comme n'étant plus du tout humaine. Ils m'ont fait me sentir honteuse d'avoir pris une telle décision, comme si j'étais pas une vraie femme. Dans ce genre de moment, tu voudrais être entourée par des gens compréhensifs, dans une ambiance de soutien. Et si en plus on te juge par rapport à ça, tu te retrouves dans une espèce d'enfer psychologique et émotionnel. C'est un grand coup porté à ton autonomie. Tu réalises que ton corps ne t'appartient pas. Après tout ça, j'ai juste cherché un moyen de continuer à vivre. La jeune artiste a alors trouvé refuge dans la création. Notamment dans le graffiti, pratique interdite en Russie. Ce personnage mécontent, selon Daria, c'est elle-même. Une façon de se débarrasser de son mal-être. À la télévision russe, les clips sur les joies de la parenté se multiplient.
Ce discours officiel, implicitement anti-avortement, même s'il n'est pas encore formellement interdit, est déjà mis en œuvre par les hôpitaux publics. Comme ici, dans le nord russe, en Carélie, à 600 km de Saint-Pétersbourg. À Petrozavodsk, ce centre périnatal est l'une des vitrines du ministère de la Santé locale. Tout est flambant neuf pour pouvoir accueillir les nouveaux petits Russes. Bienvenue dans le centre périnatal public de notre République de Carélie. Sous la surveillance d'une salariée du gouvernement local, la gynécologue en chef et spécialiste en reproduction nous emmène pour une visite express. Ici, il n'y a quasiment pas de demande d'avortement. La maternité s'occupe bien plus volontiers du bonheur des futures mamans. Et voici notre cabinet de psychologie. Quand une femme sort de notre consultation et me dit « je me sens bien, je suis prête à l'accouchement », c'est le meilleur résultat possible. Imaginez un peu, une femme vient pour son échographie, elle entend le battement de cœur de son petit bébé, son rythme. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de mieux que ça? D'autant que cela n'est pas pour déplaire aux autorités. Avec 250 naissances par mois, la maternité respecte une sorte de renouveau du plan, version Poutine. Elles reçoivent même une boîte cadeau de la part de notre gouvernement. Mais ce que le docteur Chapalova tient surtout à montrer, c'est une pièce d'un genre un petit peu particulier. Et voici notre salle de prière. Vous voyez cette icône? Elle représente la mère. À l'intérieur d'elle, il y a un bébé. Pour nous, cette icône soutient les naissances. Les femmes aiment vraiment beaucoup prier devant elle, car nous croyons que ça aide, vraiment. Vous savez, la Russie est célèbre pour ses valeurs traditionnelles, et notamment les familles nombreuses. En ce moment, on voit que de plus en plus de familles russes accueillent leur 3e ou 4e enfant, ce qui nous fait très plaisir. Merveilleusement souriante et enthousiaste, la gynécologue ne se fait pas prier pour resservir le discours traditionnaliste de son président. Nos femmes sont naturellement enclines à se marier et à faire des enfants. C'est sans doute génétique. Oui, je pense que oui, la fonction principale d'une femme est de devenir mère. Notre pays est immense et c'est pour cela qu'évidemment, nos femmes doivent mettre au monde des enfants. Je suis sûre que ce sera le cas et que la situation démographique de notre pays va s'améliorer. Les femmes croyantes orthodoxes n'avortent pas, c'est interdit. Elles ne feront jamais ça. Et elles mettront au monde autant que Dieu le voudra. Retour à Kaliningrad, où ce discours essentialiste ne fait pas que des heureuses. Au-dessus du café Tolstoï, Dasha est venue ce matin dans les locaux de l'association Féminitive. Elle l'a fondée en 2019 pour soutenir les droits des femmes. Lisa, 21 ans seulement, est venue témoigner. Tombée enceinte sans l'avoir prévu en décembre, elle perd son fœtus in utero après 6 semaines. Il y a urgence, mais les cliniques privées de la ville refusent de pratiquer ce qu'elles considèrent comme une IVG. Elle va, elle aussi, connaître l'enfer dans un hôpital public pour femmes. Ces 3 jours ont été les pires de ma vie. Parce que, bon, je n'ai peut-être pas été confrontée à la mort d'un enfant déjà né, mais quelque part, j'ai quand même été face à une mort en moi, de quelque chose qui existait déjà. Et pendant ce temps, tu es à l'hôpital, entouré par des gens totalement indifférents. J'avais aussi des questions pour le médecin. Quels sont les moyens de procéder? Comment ça va se passer? Quelles conséquences pour moi? C'est quoi la suite en gros? Et là, elle me répond, vous n'avez qu'à aller voir sur Internet. Daria, qui a vécu des déboires similaires, ne connaît pas encore Lisa. Mais elle sait bien que se soutenir dans ces moments-là, c'est important.
Je ne voulais pas avorter au départ. Je voulais garder mon enfant. En ce sens, j'avais une histoire opposée à celle d'une autre fille à côté de moi, qui, elle, voulait avorter. Cette interdiction officieuse de l'avortement a réussi à impacter négativement quelqu'un qui voulait vraiment garder son enfant. Mon verdict, après tout ça, c'est que même si, au départ, c'est dans ce pays que je voulais élever un enfant, je ne veux plus lui donner naissance ici, parce que je ne veux plus revivre cette expérience ici. Petite consolation, la jeune femme s'est trouvée une bande de copines. Une bande soudée autour du droit à disposer de leur corps. Dès que les menaces contre le droit à l'IVG se sont précisées, elles ont voulu faire face. En décembre, on avait prévu d'organiser une grande manifestation contre les lois anti-IVG en préparation dans toute la Russie. On s'est battu, on a écrit 3 demandes d'autorisation en vain. Puis les autorités nous ont donné un feu vert, mais au dernier moment, elles nous ont interdit le rassemblement. Certaines participantes ont même reçu des coups de fil de la police et le FSB s'est renseigné sur moi. La grande manifestation s'est transformée en une série de piquets solitaires, seul mode d'action autorisé en Russie. Mais demander seul devant un siège de région pourquoi les politiques veulent s'introduire dans nos ventres relève tout de même d'un courage certain. Depuis, les militantes de Féminitive continuent à se battre pour défendre leurs sœurs et l'artiste de la bande continue à tricoter quelques rêves. On n'a qu'à créer un cabinet gynécologique indépendant. Avec une licence, on pourra fournir des pilules abortives à toutes celles qui le veulent. De Kaliningrad à Moscou, 2 Russies diamétralement opposées n'arrivent plus à communiquer. L'une tournée vers l'Europe, l'autre repliée sur le conservatisme et le souvenir d'une Russie très peuplée, donc puissante. Dans celle-là, le culte du patriotisme est plus encouragé que jamais, dès le plus jeune âge. Comme ici, à Moscou, au Parc de la Victoire, immense espace entièrement dédié au succès soviétique de 1945 face à l'Allemagne nazie. Irina Volynets incarne à la perfection le néoconservatisme poutinien. Mère de 4 enfants, traditionnaliste convaincue, elle est l'une des plus ferventes lobbyistes anti-avortement du pays. Au milieu d'une jeunesse russe en uniforme qui se prépare pour un concert patriotique, cette ancienne députée, désormais haut fonctionnaire, est dans son élément. Elle est encore plus virulente que son mentor du Kremlin. Aujourd'hui, la Russie représente le centre spirituel du monde. Toutes les soi-disant valeurs occidentales participent à la destruction des peuples. Vous savez, beaucoup dans le monde veulent fuir la propagande homosexuelle. Chez nous, les militants LGBT sont classés comme organisations extrémistes et interdits dans le pays. Chez nous, c'est interdit d'utiliser les termes parent 1 et parent 2, et on a une loi qui bannit le changement de genre. Pour elle, ce n'est pas assez. Elle veut en plus interdire totalement les IVG. J'ai proposé dans ma région du Tatarstan l'interdiction totale des avortements en clinique privée, hors raison médicale grave. J'ai également proposé que les médecins reçoivent une récompense pour chaque vie sauvée, c'est-à-dire quand il parviendra à dissuader une femme d'avorter. Il faut comprendre que l'avortement, ce n'est pas un moyen d'annuler une grossesse, c'est une façon de devenir la mère d'un enfant mort. Pour Irina Volynets et ses alliés, la lutte contre l'avortement est aussi importante que la guerre en Ukraine, et cela vaut bien un concert patriotique. La force et la victoire sont avec nous. Un grand merci. Et notre cause est juste. Autre acteur du virage conservateur en cours, l'Église orthodoxe. Elle prend une place grandissante dans l'appareil d'État, notamment son tout-puissant patriarche Kirill, un intime du président. Fin novembre, dans la grande salle des fêtes du Kremlin, ils ont à nouveau célébré en grande pompe l'alliance à la russe du sabre et du goupillon.
Kazan, au Tatarstan, à 1000 km à l'est de Moscou. L'un des territoires russes les plus conservateurs. Ici, l'Église joue déjà un rôle central dans l'effort national pour booster la démographie. À l'image du prêtre Yaroslav Petrouchenko, lui-même père de 7 enfants. Il siège au conseil de la commission famille du Tatarstan et surtout, il sermonne régulièrement les femmes hésitant à garder leur bébé. C'est très important de faire comprendre aux femmes que ce n'est pas simplement une partie de leur corps, c'est déjà une âme à part entière. N'importe quel prêtre, et j'imagine un prêtre catholique en France aussi, a déjà eu affaire au traumatisme dans le cœur d'une femme que représente le fait d'avoir avorté. C'est la pire souffrance de sa vie. On doit absolument inculquer nos valeurs traditionnelles aux jeunes, dès leur premier âge. Par ailleurs, c'est déjà devenu plus prestigieux d'avoir une famille nombreuse, de faire beaucoup d'enfants. Avant, ce n'était pas le cas. Les gens comprennent désormais que sans enfants russes, il n'y aura plus de Russie. À travers le territoire, les offices religieux pour la vie, pour la famille ou même carrément anti-avortement se multiplient. Cette tendance générale traditionnaliste ravit des militants et des associations qui plaisent au pouvoir. Dans un quartier excentré de Kazan, cette maison abrite un foyer géré par l'une de ses nombreuses associations pro-life. Elle s'appelle Umilenie, tendresse en russe. Ici, des femmes sont prises en charge dans une ambiance conviviale, mais très orthodoxe. Pour moi, si une femme n'a pas encore mis au monde, elle n'est pas entièrement une femme. En Bouriatie, on a un dicton qui dit qu'une femme qui n'a pas donné la vie, c'est une femme qui a un corps en fer. Cette jeune femme venue de l'extrême-orient russe est bien dans le ton. Les activistes d'Umilenie sont très efficaces dans leur mission prioritaire, la prévention des avortements. Trop nombreux à leurs yeux, notamment chez les jeunes. Alors, elles organisent des leçons dans les lycées et les facultés de la région. Voici les outils que nous utilisons pendant nos interventions, à l'école ou avec des étudiants. Des leçons sur le thème de la famille, des valeurs familiales. Nous sensibilisons notamment les adolescents à la valeur de la vie humaine, au côté inadmissible de l'avortement et à ses conséquences. Car la plupart d'entre eux ne sont pas au courant, les parents n'en parlent pas. Cela fait 7 ans que la directrice de l'association reçoit en tant que psychologue des femmes souhaitant interrompre leur grossesse. Selon elle, leur choix cache forcément des dysfonctionnements plus profonds. Il y a là la volonté de vouloir vivre uniquement pour soi, la volonté de vivre sans attachement à quoi que ce soit, ni à une famille, ni à un lieu de vie unique. Du genre voyager, s'occuper de soi, et c'est tout. C'est peut-être aussi une femme qui n'a pas été désirée comme enfant par ses parents et qui a conservé ce schéma dans sa vie d'adulte. Mais elle l'assure, elle ne veut contraindre personne. Nous disposons de beaucoup d'instruments dans notre arsenal. Nous ne cherchons pas à persuader les femmes de garder leur bébé. Nous les amenons simplement à un choix et une décision en pleine conscience. Liena, 18 ans seulement et déjà enceinte de 6 mois, consulte régulièrement avec Anna. Musique douce et échanges chaleureux sur la maternité. Si au départ elle n'était pas sûre, Lena a fini par décider de garder son enfant. Qu'est-ce qu'elle vous a dit pendant ces sessions? Elle m'a dit qu'après un premier avortement, on ne pouvait plus avoir d'enfants par la suite. Enfin, qu'il y avait de très fortes chances que tu ne puisses plus en avoir. Et aussi que les enfants, c'était ce qu'il y a de plus important dans la vie, qu'il faut donner naissance, que c'était mon enfant et qu'il devait voir le jour. La journée n'est pas terminée pour la psychologue, il lui reste encore 6 femmes à voir, cette fois dans un planning familial public de Kazan. Consulter un psychologue est obligatoire si ces femmes veulent poursuivre leur démarche pour avorter. Dans certaines régions, elles doivent également être reçues par un prêtre. Retour dans le Grand Nord.
Irina Feynman est une spécialiste de l'histoire des questions de maternité. Elle gère une grosse communauté en ligne dédiée aux problèmes liés à la procréation. Elle connaît par cœur les groupes pro-vie, patriotiques et conservateurs. Certains sont parfois franchement dangereux. Vous avez certains groupes comme celui-ci qui sont même agressifs envers les médecins qui pratiquent l'avortement. C'est pas la première fois que vous poussez une jeune femme à avorter. Combien vous touchez pour votre sale boulot? Dans leur propagande, on voit que ces activistes veulent en fait revenir à une Russie qui n'a jamais été. Cette Russie n'a jamais existé. Les gens n'ont jamais vécu dans un pays où la valeur cardinale se résumait à se multiplier comme des lapins. Ils ont en vérité importé cette idéologie pro-life et l'utilisent désormais pour leur carrière, pour leurs ambitions politiques ou pour recevoir plus de financement. La militante en veut particulièrement aux politiques et à l'administration qu'elle accuse de trahison. Le plus effrayant, ce sont ces fonctionnaires du ministère de la Santé. Ils connaissent pourtant les chiffres, ils travaillent avec des démographes et savent pertinemment que l'interdiction de l'avortement n'a jamais augmenté la natalité, mais seulement la mortalité des femmes. Irina ne fait pas que protester derrière son ordinateur, elle agit. Un projet de loi va être examiné par la Douma à l'automne, visant à fortement restreindre la vente de pilules du lendemain. Avec des ordonnances de médecins amis, elle crée des stocks. Ça va partir dans les villes où il y a déjà des pénuries. Débrouillardise à la russe. Irina s'est constitué un réseau d'activistes à travers tout le pays. Toutes ensemble, elles collectent des fonds pour payer ces pilules qui sont devenues assez chères. La Poste fait le reste, pour l'instant sans que les autorités y trouvent à redire. Mais elle sait bien qu'elle prend des risques, comme tous ceux qui manifestent un quelconque désaccord aujourd'hui en Russie. Au revoir, merci. Peu importe, elle assume. À Kaliningrad, Daria travaille sur ses œuvres et se remet doucement de son épreuve. Difficile pour elle de savoir si elle l'a rendue plus créative. Je n'en sais rien. Jusqu'au prochain défi, difficile à dire. Mais je sens qu'en moi, quelque chose a changé. Avant, j'étais peut-être plus fataliste, dramatique. Désormais, je pense que chaque jour est une victoire. Le but est de continuer à vivre, à survivre aux tyrans. Et de se préserver soi-même et ceux qui nous entourent, en gardant la possibilité d'offrir et de partager. Elle a en tout cas pris une décision, elle restera en Russie. Plus d'1,5 million de ses compatriotes, effrayés par le national-patriotisme du régime, ont choisi l'exil depuis le début de la guerre en Ukraine. Avec ses copines de Kaliningrad, elle tient à faire entendre une autre Russie, celle des femmes qui résistent.